podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Élodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la blouse. Aujourd'hui, je reçois Manon Onfray, chercheuse postdoctorale en neurosciences et docteur en pharmacie. Bonjour Manon. Bonjour Élodie. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Je t'ai découvert lors du Pint of Science en ligne en septembre dernier et j'ai vraiment hâte que tu te déshabilles à mon micro aujourd'hui. Est-ce que tu es prête ? Absolument. Alors, si tu veux bien, on va commencer avec la blouse virtuelle sur le dos pour que tu nous racontes tes recherches. Mais avant ça, la question traditionnelle. Au labo, est-ce que tu as une blouse ? Alors, j'en ai eu fut un temps quand je faisais un peu d'infectiologie. Aujourd'hui, dans ma pratique, je n'en ai pas, puisque je travaille sur la maladie de Parkinson avec des patients. Ouais. Et donc, je n'ai pas une blouse de laboratoire, en fait, sur le dos. T'as une blouse de docteur ? Non, non plus. Non plus, non. Donc, pas de blouse pour Pas de toi. blouse. Je te laisse nous raconter justement ce que tu fais sur la maladie de Parkinson. Alors, du coup, je travaille depuis ma thèse sur la maladie de Parkinson et même depuis mon Master 2, en fait. J'ai la chance d'évoluer dans la même équipe à Rennes et mes recherches portent vraiment sur l'approche, la prise en charge des patients parkinsoniens. Donc, du fait de ma formation initiale de pharmacien, j'ai vraiment une approche qui est centrée aussi sur les traitements, en particulier le traitement par pompe à apomorphine. Et donc, je cherche à... Ça, Oui. ouais, ça va falloir que t'expliques, mais ouais. Ouais, OK, très bien. Donc je cherche à essayer de comprendre, en fait, comment, mieux prendre en charge les patients, favoriser, en fait, l'efficacité du traitement en fonction des profils de patients et d'une façon globale, en fait, avoir une approche, vraiment pluridisciplinaire autour de la prise en charge du patient. Donc ça D'accord. implique, les soins palliatifs, dans une approche autour de la fin de vie notamment, impliquer les collègues, dentaires et microbiologistes, autour d'une prise en charge, en fait, odonto. Donc on est vraiment sur une approche assez large, très clinique, Ouais, et centrée à la fois sur les traitements et la prise en charge. d'accord. Et la pompe à apomorphine, tu nous racontes ce que c'est ? Ouais, la pompe à apomorphine, en fait, c'est un traitement, qui est assez encore assez peu utilisé en France malheureusement. C'est, en fait, un dérivé de la morphine, donc ça n'a pas du tout les propriétés de la morphine, hein, que ce soit dans les effets, on va dire, thérapeutiques ou indésirables. C'est vraiment une molécule complètement différente, mais qui a été synthétisée à la fin du 19e siècle à partir de morphine, d'où le nom. D'accord. Et donc l'apomorphine, c'est ce qu'on appelle un agoniste dopaminergique et l'intérêt dans la maladie de Parkinson, c'est qu'elle vient compenser en fait la carence en dopamine D'accord. qui résulte de la maladie, puisque dans la maladie de Parkinson, on a une destruction des neurones dopaminergiques au sein de la substance noire. Je crois que ça a déjà été abordé dans un Oui, Sous la blouse il y a quelques temps. l'épisode Euh, d'Hélène. c'est ça. Et donc, l'apomorphine, elle vient compenser ce manque de dopamine en stimulant directement les récepteurs. En fait, c'est un agoniste D'accord. dopaminergique. Et sa spécificité, c'est qu'elle est administrée de façon sous-cutanée avec une pompe, un peu comme une pompe à insuline, en Ouais, fait. c'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, et de façon continue. D'accord. Donc c'est un traitement, une approche différente du traitement, puisqu'habituellement, dans la maladie de Parkinson, on prend plutôt des comprimés, donc Mm. plusieurs fois par jour, et souvent de plus en plus souvent malheureusement. Et l'apomorphine en sous-cutanée, eh bien, elle vient permettre d'avoir une stimulation, on va dire, beaucoup plus continue, qui se rapproche en fait de la stimulation physiologique des récepteurs, puisqu'en de façon normale, on a toujours un niveau de base en fait en dopamine avec des petites variations en fonction de nos activités et des efforts cognitifs notamment. Mais voilà, ça revient en fait à retrouver un semblant de stimulation physiologique. Eh ben, merci Manon pour ces explications sur tes recherches. Très clair. Je te propose maintenant d'enlever cette blouse virtuelle et puis de nous parler un petit peu de toi. Donc déjà, tu en as parlé, tu as plusieurs casquettes. Donc tu as cette casquette de docteur en pharmacie, de chercheur en neurosciences. Donc moi, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment c'est venu. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ? Comment est-ce que tu as combiné, t'es passé de pharmacie à recherche ? Enfin, raconte-nous un petit peu tout ça, quoi. Comment Alors, es-tu arrivée là ? effectivement, c'est pas un parcours qui est forcément très typique. En fait, quand j'étais au lycée, j'ai fait un bac S à l'époque, hein, bien Mm. sûr, et j'avais une spécialité qui était la physique-chimie. J'adorais en fait tout ce qui était bio, physique-chimie, enfin Mm. surtout la chimie, et j'avais vraiment envie de travailler dans le domaine relatif à la santé, à la médecine. Ouais.
Et en fait, il y avait, plusieurs voies, hein. J'aurais pu aller en médecine, j'aurais pu aller en biologie, en fac de bio, mais bon, j'avais un grand-père qui était préparateur en pharmacie, du coup, ça a Ah, peut-être un peu guidé inconsciemment, ouais. inconsciemment les choix. Mais en tout cas, la pharmacie me tentait beaucoup parce que ça ouvre beaucoup de possibilités de carrière, d'une part, Ouais, et aussi ça regroupe, en fait, plein de matières. Donc ça regroupe à la fois la physiologie, la chimie, la ouais. botanique, la mycologie, enfin même des aspects de médecine vétérinaire. Donc c'était vraiment quelque chose qui me tentait bien parce qu'il y avait bah, plein de sujets à aborder. J'ai toujours été vraiment très curieuse et j'aime beaucoup apprendre et du coup c'était vraiment une voie qui me tentait. Ouais. Du coup c'était mon seul choix en fait hein, dans l'orientation. À l'époque c'était pas Parcoursup, hein, mais je sais plus ce que c'était comme Ouais, comme tu dispositif, faisais mais un dossier c'était avec ton 1er choix, ton 2e choix, et ouais, c'est ça, cetera. c'est Ouais. ça et c'était mon seul choix, en fait. Donc j'étais prise à la fac de pharmacie à Rennes. Donc à l'époque, c'était un concours individuel, hein, Ouais. médecine et pharma étaient séparés. Ah oui, du coup, Heu, tu y allais quand même, c'était un peu risqué de prendre qu'un choix? oui, oui, après, en fait, j'étais assez, sûre de moi Ouais. dans l'idée. Donc du coup, j'y suis allée. Bon, la première année, c'était un peu dur, hein, tout comme, toutes les années de concours, hein, c'est jamais Mmh. très très agréable. On était, je crois, 500 dans la promo et ils en prenaient une centaine. Donc Ouais, OK. c'était une année assez complexe, bah, comme pour tous les gens qui font des concours, hein, que ce soit en prépa ou ailleurs. Ouais. Et puis, j'ai été reçue, donc ça, c'était plutôt bien et donc j'ai continué après, les études de pharmacie en prenant, la filière officine. Parce que pour les gens qui connaissent pas trop, en fait, on peut être pharmacien et avoir, différentes possibilités de carrière. Ouais, Tu peux travailler en officine, donc c'est la pharmacie de ville, en fait, ouais, ce que tout le monde imagine quand on parle d'un pharmacien. Tu peux travailler à l'hôpital ouais, et tu peux travailler en industrie pharmaceutique. d'accord. Et donc moi, j'avais vraiment, envie de travailler en officine. J'avais fait un stage de troisième comme ça m'avait bien plu et D'accord. le contact en fait avec les gens, le fait d'être, dans ce qu'on appelle un peu aujourd'hui l'éducation thérapeutique, expliquer comment prendre Ouais. les traitements, donner des conseils, être un peu le 1er recours. Parce que c'est vrai que souvent quand on a un petit bobo, on va Ouais. assez volontiers chez son pharmacien, surtout en milieu rural, qui Mmh. est un peu, là où moi où j'évoluais un peu plus. Donc ça me tentait beaucoup et pendant mon cursus de pharmacie, en fait, donc j'étais en filière officine, mais j'avais, pas trop envie de faire les unités d'enseignement qui étaient sur les aspects, on va dire gestion, entreprise, tout ça, Ouais. qui font aussi partie du métier évidemment, mais moi qui m'intéresse beaucoup moins. Et du coup, j'ai pris des unités d'enseignement, recherche à la place. D'accord, tu as Donc pu c'était en échanger ça? Ouais, 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 en fait, j'avais fait enfin, on avait des choix d'UE et du coup, Ouais. moi, j'avais préféré faire ces UE découverte de la recherche Ouais. et donc on avait des enseignements, assez fondamentaux, des enseignements, très cliniques et j'ai eu la chance, de faire des stages, en fait, à l'hôpital au cours de cet enseignement de recherche dans le service des maladies infectieuses, à Rennes avec le professeur Tadevin et bah, ça a été un peu la révélation, en fait. Ouais. Déjà l'approche clinique à l'hôpital et puis tout ce qu'il y avait, en fait, de recherche derrière. À la base, c'était du coup en infectiologie et ça me plaisait beaucoup à étudier les bactéries, tout ça. Et donc j'ai continué après avec un stage d'un mois dans un laboratoire de recherche, du coup en microbiologie à Rennes, Ouais. avec des dentistes. Donc D'accord. c'est un labo où il y avait, des dentistes qui faisaient de la recherche. Donc déjà c'était, C'est assez intéressant, ouais. intéressant pour, se dire: «Bah oui, on peut être, clinicien, médecin ou Ouais. dentiste et puis, faire aussi de la recherche». Donc ça m'avait beaucoup plu et en 5e année, puisque la 5e année en pharmacie, c'est une année, qu'on appelle hospitalo-universitaire. Mmh. Donc on fait, 1 an à l'hôpital. Ouais. On a 3 stages de 4 mois et à Rennes, on avait la possibilité d'avoir une carte hospitalière avec un séjour à l'étranger. D'accord. Et donc moi ça me faisait de l'œil depuis ma 2e année, hein, donc je m'étais vraiment enfin, j'avais vraiment travaillé pour être, du coup avoir le choix en fait, parce que Ouais. c'était, classé au mérite. Oui, tu as un rang, c'est Heu, ça? Tu peux c'est choisir, ça, ouais, OK. où tu choisissais ta carte hospitalière D'accord. et du coup, il y avait la possibilité d'aller dans le Montana, aux États-Unis et c'est quelque chose qui me faisait rêver depuis, voilà, depuis très longtemps Ouais, et donc j'ai eu la chance de pouvoir choisir cette carte et c'était en 2011. Je suis partie, donc 4 mois, dans le Montana, travailler du coup comme, externe en pharmacie, hein, un ouais, stagiaire en gros et c'était super parce que, bah, déjà ça faisait découvrir un aspect, complètement différent du système de santé, ouais, de l'approche en fait du métier ouais. C'était et vraiment puis, différent? ah ouais, ouais, c'est Ouais, vraiment différent et en fait,
ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je conseillerais à tout le monde, quand c'est possible, c'est de faire un séjour à l'étranger, peu Ouais. importe le niveau, en fait, d'études. Parce que, moi, je pensais connaître un petit peu, hein, la culture américaine, parce qu'on est un petit peu baigné dedans, mais en fait, mais Mmh. absolument pas, quoi. Une fois que tu es là-bas, tu te rends compte que tu as beaucoup de préjugés, que des choses qui te semblent évidentes aussi par rapport à ta propre culture, bah, en fait, le Ouais. sont pas forcément. Donc ça, c'était très formateur. Et en fait, là-bas, ils avaient vraiment une approche, qui était super pour les étudiants étrangers, c'est qu'ils nous mettaient à découvrir tout, en fait. Donc, Ouais. le métier de pharmacien, hospitalier, le métier de pharmacien clinicien, parce qu'aux États-Unis, il y a des pharmaciens dans les services cliniques, D'accord. qui, aident, à, ajuster les traitements directement, ce qui se fait pas forcément en France, en tout cas pas à ce niveau-là. Donc notamment, ils changeaient eux-mêmes les dosages, les prescriptions, tout Mmh ça. mh. Donc ça, c'était très, très intéressant. Et je suis allée en psychiatrie, Ouais. donc ça m'a bien plu. Et quand je suis revenue en France, en fait, mon troisième stage était en neurologie. D'accord. Et du coup, c'est vrai que ça m'avait, enfin voilà, les différents stages, la découverte aussi de on va dire, de la coopération internationale, parce Ouais. que, vraiment échanger avec d'autres gens, avec des parcours différents, des visions différentes, j'avais trouvé ça mais tellement enrichissant. Ouais, ça Et ouvre du vraiment les yeux sur plein de choses, quoi. c'est ça, c'est Ouais. ça. Et ça m'avait extrêmement plu et du coup, j'étais un peu tombée amoureuse de la neuro aussi, pendant mes stages cliniques. D'accord. Donc après, j'étais un peu tirée entre, infectiologie et neuro. Ouais. Donc j'ai fait ma thèse d'exercice de pharmacie, sur, améliorer le bon usage des antibiotiques au CHU. D'accord. Limiter l'apparition des résistances, enfin Ouais, ouais. optimiser les thérapeutiques. Et je discutais avec du coup mon directeur, de thèse, hein, qui était, professeur Tadevin, De en disant: «Bah, voilà, j'aimerais bien continuer la recherche» parce qu'en fait, j'aimais beaucoup, beaucoup ce que je faisais. J'avais encore envie de continuer. En fait, je ouais, voulais pas m'arrêter là parce que les pharma, c'est 6 ans donc en fait, ouais. au bout de C'est quand pas je assez? non, voilà, c'est ça. En fait, quand je suis rentrée des États-Unis, il me restait 1 an où j'ai fait mon stage, du coup, de pratique professionnelle, mais je me voyais pas arrêter là, en fait, et aller en officine et voilà, en fait, j'avais envie de plus. C'est vrai que c'est des études où au final tu travailles, tu as toujours été en hôpital, Ouais, enfin, à part les peut-être les 2 premières années où tu étais bah, en fait, les 2 premières la première année, à la fin du concours, quand tu es reçu, nous, à l'époque, on avait un stage de 1 mois et demi, je crois. C'était non, ouais. c'était 6 semaines, ouais, 6 semaines, donc 1 mois et demi à la pharmacie. Mmh. Et en fait, on avait des stages régulièrement à l'officine Ouais, et moi, je travaillais aussi en tant qu'étudiant en pharmacie. d'accord. Donc j'étais en fait, Ouais, tu as j'apprenais le toujours métier, travaillé voilà, ouais, ouais, ouais à et la fois, disons qu'il y a des connaissances théoriques à avoir, mais il faut aussi apprendre, le relationnel avec les ouais, patients, bah, la gestion, du métier au quotidien. Tu ouais. l'apprends pas à la fac, quoi. Ça, c'est Non, vraiment, c'est une vraiment co l'expérience et du ouais, coup sur le terrain. au bout des 6 ans, tu t'es dit: «2e thèse, cette Bah, fois-ci de en fait, recherche?» ouais, Non? j'avais pas forcément en tête l'idée d'une thèse. Ouais, J'avais juste envie de continuer à apprendre et ouais, continuer à découvrir des choses. Et du coup, j'avais envie de retourner aux États-Unis. Donc j'avais cette idée aussi potentiellement de faire justement de la recherche, mais de retourner là-bas, parce que ouais, c'était vraiment, quelque chose qui m'avait énormément plu. Et donc je m'étais dit: «Bah, je vais faire un master 2 pour, renforcer mon dossier, en fait». ouais, Et en neuro, à l'époque, il y avait pas de master, neuro-humaine, en fait, à ouais, Rennes. ouais, Il y avait un master en Normandie, du coup, qui était, Caen-Rouen, qui ouais, était géré par les 2 villes. Et en fait, pour rentrer dans ce master, comme dans beaucoup de masters, fallait donc moi, j'ai eu une équivalence, du coup, je suis rentrée ouais. directement en master 2. Fallait avoir un stage, en fait, Ah oui, d'emblée avant ouais, d'arriver. Et donc du coup, bah, j'ai rencontré, le professeur Marc Vérin, à Rennes, qui du coup, est, un spécialiste de la maladie de Parkinson et ouais, qui m'a dit: «Bah oui, oui, il y a pas de problème, on peut te proposer un sujet pour ton M2, on peut t'accueillir dans l'équipe, pas de problème». Et donc du ouais, coup, c'est comme ça qu'en fait, je suis rentrée, d'accord. dans son équipe de recherche et que j'y suis toujours d'ailleurs. Que je ne suis jamais partie, ça fait combien C'est de temps? ça. Bah, du coup, il y a eu quand même une pause entre le master, 2 et la thèse Ouais, de 1 an et demi. d'accord. Mais du coup, en fait, ma thèse, j'ai commencé en 2014, donc là, j'y suis pas sortie depuis 7 ans, 2014. OK. Ouais, ouais. Donc c'est pareil, ça, c'est pas forcément, très courant, en fait, Non, de rester, parce qu'on nous dit souvent: «Faut ouais, bouger», ouais, voilà. Mais d'un autre côté, ça m'a permis d'acquérir une expertise que je n'aurais pas eue, en fait, si mmh, j'étais, partie et que j'avais changé de sujet, par exemple. ouais, Donc
voilà, il y a du bon dans les Dans 2 les 2. voies, voilà, ouais. Ouais, effectivement, souvent, surtout, enfin, neuro, je connais parce que moi aussi, j'ai fait une thèse de neuro, bizarrement. J'ai beaucoup d'invités neuro, on se demande pourquoi et c'est vrai que normalement, on me dit: «Il faut que tu fasses une thèse et après ça, il faut que tu partes en postdoc», ce fameux Ouais. postdoc. Donc pour ceux qui se demandent, c'est, la période après la thèse, où on est en CDD, de recherche. Donc on est chercheur. Postdoctoral, ça peut durer, 1 an. Il y a des gens, dans certains pays qui restent toute leur vie postdoc. C'est voilà, c'est juste un statut, qui est censé être temporaire, mais voilà. Mmh. Et toi, où est-ce que tu te vois? C'est quoi là la suite? Tu as envie du coup de rester en recherche ou ouais, Bah, en fait, ouais, là, j'aime vraiment, du coup, avec, la thèse, bon, la thèse, c'est une période qui est particulière, hein, surtout que moi, je mmh, continuais à travailler en officine puisque j'avais, négocié ça avec mon directeur de recherche. C'est que je travaillais encore, enfin, je d'accord, voulais garder, cette expérience de terrain parce que j'ai toujours travaillé en officine et donc jusqu'à ma enfin, les vacances j'ai soutenues en novembre, j'ai bossé tout l'été, en ouais, officine en rédigeant ma thèse, donc ça, c'était quand même un peu chaud et c'était du boulot. C'était du boulot, donc c'était 3 ans qui étaient lourds, ouais, qui étaient, compliqués avec beaucoup de remises en question, bah, comme pour, tous les thésards, hein. C'est ouais, c'est vrai que, on voit souvent le bout du chemin, une fois que c'est fait, mais, quand on est dedans, c'est c'est compliqué. long et puis c'est le centre du monde pour nous, la thèse, hein, alors Ouais. qu'après on se dit: «Bon, c'est OK, c'était important, mais c'est C'est quand ouais, même». c'est clair, quand on voit ça plus tard, on se dit: «Bon OK, c'était important», mais effectivement, il y a d'autres challenges qui tombent dessus en postdoc où tu te dis: «Finalement, la thèse, c'était bien». C'est ça et puis c'est vrai que, bah, on est tellement enfin, c'est aussi la première fois qu'on a des responsabilités aussi, je pense, de projets, Ouais, aussi long terme et du ouais, coup, c'est un peu, stressant au départ. Mais, là, du coup, j'ai pu continuer donc, je suis en postdoc à l'heure actuelle, donc j'ai continué mes postdocs directement après ma thèse, hein. ouais, J'ai soutenu le 6, j'ai commencé, 6 novembre, j'ai le commencé 7. mon postdoc le 7 donc c'était vraiment dans la continuité, de mes travaux de thèse et ça, c'était génial parce que du coup, j'ai pu creuser en profondeur, en Ouais, fait, toutes les perspectives que j'avais pu, élaborer à l'issue de mon travail de thèse et ça, c'est hyper gratifiant, de voir, qu'en postdoc, bah, les projets que j'avais envisagés, bah, là, ils sont financés. Bon, il y a eu la pandémie, qui a bien retardé mmh, tout. En plus, comme c'est des projets avec des patients, des ouais, humains, du coup, avec voilà des la humains. C'est voilà, compliqué, tout ce qui est avec c'est des ça. humains en 2020-2021, c'est un petit peu compliqué. La Covid a quand même bien impacté tout ça, donc c'est voilà, il y a des moments un peu plus compliqués que d'autres, mais c'est vraiment, là j'adore vraiment ce que je fais. C'est des projets qui me tiennent à cœur, qui sont, vraiment, en plus pluridisciplinaires, donc ça, c'est vraiment une approche que pour la recherche, en tout cas, du fait de mon je pense de mon profil de pharmacien, c'est quelque Mmh, chose qui est vraiment très important. Parce qu'on ouais. a toujours l'habitude d'être, un peu à l'interface de tout le monde et donc Mmh on mh. voit aussi, les ponts qui peuvent se créer, Ouais. et ça, c'est vraiment chouette. Donc ouais, j'aimerais évidemment, finir mes projets actuels et continuer, après j'exclus pas non plus, l'opportunité, au bout d'un certain temps, si jamais, voilà, je me sens plus à ma place ou il y a aussi, potentiellement, un moment, voilà, d'autres considérations, personnelles, les enfants, tout ça qui peuvent venir vraiment, compliquer en fait, une carrière en recherche quand même, hein, En plus des complications de carrière en recherche, c'est ça, c'est qui ça. existent tout court. J'espère que ça s'arrangera, alors peut-être pas les prochaines années, là, mais voilà, je pars en mode bisounours en me disant: «Ça s'arrangera peut-être un jour». Il faut être optimiste, il faut être Oui, optimiste. exactement. Alors je te propose de retourner sur un autre sujet. Donc là, tu nous as parlé, de comment tu en étais arrivé à travailler sur la maladie de Parkinson, mais la soirée Pint of Sense de septembre, je mettrai le lien en description, tu étais venue nous parler de l'histoire de la trépanation C'est ça. et là, du coup, c'est plus du tout Parkinson. Non, 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 c'est de l'histoire des neurosciences en C'est fait, c'est l'histoire des neurosciences. Donc moi, j'aimerais bien, que tu fasses 2 choses. Déjà, que tu nous expliques rapidement ce que c'est que la trépanation, pour ceux, et celles, qui ne savent pas. Et puis que tu m'expliques comment c'est venu, cet amour, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une passion, l'histoire des neurosciences. ouais, Comment c'est complètement. venu? Alors, en fait, la trépanation, du coup, trépaner, ça veut dire, percer un os. Donc la Ouais. trépanation, quand on parle de trépanation, en général, on parle de la trépanation, du crâne, de la Mmh. boîte crânienne. Et c'est quelque chose, en fait, qu'on a souvent tendance à associer, à l'Amérique centrale et l'Amérique latine. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, les crânes Inca, on sait qu'il y en a beaucoup qui ont été retrouvés, trépanés. Mais, c'est des pratiques qui ont eu lieu, partout dans le monde, hein. On a Ouais. trouvé,
des vestiges sur tous les continents, en fait, et y compris en Europe, y compris en France, y compris en Bretagne. Donc c'est pour ça que j'avais voulu en parler lors de la session de Pint of Science, parce qu'en fait, c'est vraiment aussi une thématique qui est super excitante, parce que c'est à l'interface, en fait, de plusieurs disciplines. Ouais. Et du coup, moi, j'adore quand il y a des Mmh. choses qui sont vraiment comme ça, à l'interface. Enfin, voilà, c'est l'anthropologie, c'est, l'archéologie, c'est Ouais. aussi, essayer de comprendre, bah, qu'est-ce qu'ils voulaient faire en creusant des trous dans la boîte crânienne, qu'est-ce qui se passait avec le cerveau, et le fait qu'il y ait des gens dont on a retrouvé les crânes qui avaient survécu à Ouais. l'issue de ces opérations, alors qu'à l'époque, il y avait quand même Ouais. pas grand-chose en termes Ouais. d'asepsie, d'antidouleur, enfin voilà, donc c'est assez fascinant, je trouve. Moi, c'est le Et truc qui m'avait fascinée pendant ton talk, c'était effectivement de dire, «Oui, à l'époque des Incas, on faisait des trépanations et les gens survivaient». Ah d'accord. Et à la préhistoire aussi, ouais, c'est vrai que Ouais, non mais c'est dingo. ça amène un peu d'humilité, sur nos pratiques Ouais. actuelles. Mais oui, l'histoire des neurosciences, ben, l'histoire de la médecine en général, hein, ça me passionne, parce que, bah, quand j'étais plus jeune, j'adorais l'archéologie, la paléontologie, D'accord. l'histoire. Ouais. Je voulais être Indiana Jones, hein, blague à part. Non, non, mais c'est disons que c'est des thématiques qui m'ont toujours, intéressée, l'archéologie en particulier. Et du coup, bah, l'histoire de la médecine, c'est un peu la conjonction de 2 passions, hein, Ouais. ce que j'aime faire, sur la santé, la médecine, la pharmacie, enfin voilà, il y a de l'histoire de la pharmacie aussi. Et puis, sur ma discipline, les neurosciences, c'est vraiment, enfin, s'intéresser à l'histoire des neurosciences, enfin de la neurologie, de l'exploration du cerveau, c'est hyper passionnant, parce que, tu vois l'évolution, en fait, aussi, de la représentation des pathologies dans la Mmh. société, Ouais. comment on a pu comprendre, en fait, ce qui se passait au niveau du cerveau. Et en fait, on comprend un petit peu, mais on sait évidemment pas tout. Et je trouve que cette aventure intellectuelle, elle est vraiment fascinante. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées au 19e siècle, et c'est une période que moi je trouve vraiment, Ouais. hyper intéressante, enfin, sur plein d'aspects. Et du coup, la neurologie, en plus, au sens discipline du terme, c'est né en France, à Paris, avec, les travaux de Charcot notamment. Ouais. Donc il y a vraiment, enfin, une fois que tu mets le nez dedans, enfin, tu peux vraiment être happé et plongé, dedans. Et je trouve que ouais, c'est une thématique, moi, qui me passionne vraiment, et qui aide aussi à avoir de l'humilité, parce que quand tu reprends les textes, hein, moi j'essaye toujours de revenir aux Ouais. aux textes anciens. Et aujourd'hui, avec les numérisations, enfin, sur, le site de la BNF Gallica, tu as accès aux Mmh mh. textes, de Mmh. 1800. Enfin, c'est juste génial, quoi. Et ça, nos, nos prédécesseurs n'y avaient pas du tout accès, il fallait qu'ils trouvent le bouquin. Ouais. Enfin, donc nous, on a une chance inouïe, aujourd'hui, d'avoir accès à toutes ces bases de données, Ouais. même à l'international. Et du coup, quand tu retournes dans les textes vraiment anciens, tu te rends compte que ils avaient une finesse d'analyse et un esprit, en fait, de recherche qui était, mais exceptionnel, parce que il y a des articles où ils font des suppositions, et tu te dis: «Mais oui, Ouais, ils c'est sont ça», forts. alors qu'ils Ouais. avaient rien Ouais. pour le prouver, en fait. Ils avaient Et juste pas les outils qu'il fallait, mais c'est c'est vrai que la ça. réflexion derrière, elle est hyper intéressante. C'est Ouais. fabuleux, en fait. Et je trouve que Ouais. ça doit amener, beaucoup d'humilité, par rapport à nos démarches actuelles. Parce que nous, on a la chance d'avoir, justement accumulé, tout le savoir qu'ont accumulé nos prédécesseurs, et puis la technique. Mais parfois, je regrette maintenant, on s'appuie beaucoup, beaucoup sur la technique, Mmh. et peut-être moins sur, justement, cet esprit d'analyse, cet esprit d'observation. Enfin, en neurologie, l'observation, c'est essentiel, hein, dans l'approche, Mmh mh. du diagnostic, dans l'approche vraiment de la clinique. Et voilà, je trouve que lire ça et se dire, essayer de remettre en contexte, même si du coup c'est pas forcément une démarche historique, très pertinente, mais Ouais. voilà, c'est une leçon d'humilité, je trouve. Et c'est surtout, vraiment passionnant, bah, d'avoir cette petite fenêtre sur, Ouais, sur ce ce qui se qui passait pouvait être avant. fait à l'époque. Ouais, ouais. Ça satisfait l'Indiana Jones de la neurologie. En Ouais, fait, c'est ça. tu t'es transformé en Indiana Jones de la neurologie, quoi. Ouais, j'aimerais bien, mais non, non, mais c'est vrai que enfin, je conseille vraiment à tout le monde de s'intéresser à l'histoire des neurosciences. L'histoire de la neurochirurgie, c'est Oui, non, mais assez en plus, édifiant, quoi. il y a des choses tellement bizarres. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir ce qu'ils étaient capables d'essayer à l'époque et de te dire: «Il y a les gens ont survécu à ce genre de truc». C'est ça. C'est vraiment passionnant et notamment, donc là, on va glisser sur mon prochain sujet. Tu fais de la vulgarisation.
Oui. de la communication scientifique. Notamment, tu organises la Semaine du cerveau à Rennes. Tu as organisé Pint of Science aussi. J'étais dans les team managers. J'étais Ouais. pas, organisation, Non, mais absolue, mais oui, ça oui, fait j'étais partie, dans j'étais ouais, dans ouais. l'orga, ouais, tout à fait. Comment c'est venu ça, cette envie de vulgariser? Cette envie de raconter ce que tu vois, en fait, ce que tu as découvert aux gens? C'est venu avec quoi? Oui, en partie et aussi parce que, moi, j'ai eu la chance d'avoir ma thèse, qui a été, financée par du mécénat. Ah, OK, ouais. Donc par des entreprises, par des particuliers et je trouve que et comme c'est le cas de beaucoup, hein, Ouais. comme les financements, caritatifs via les Mmh. associations, bah, c'est le grand public, c'est les patients qui Ouais. financent et du coup pour moi c'est plus que normal en fait, c'est un devoir que l'on a Mmh. en tant que scientifique de partager nos recherches, de partager nos connaissances, Ouais. et d'aller vers les gens en fait en disant: «Bah, voilà, je me mets à disposition de vous, pendant, cette semaine, pendant, cette soirée pour qu'on puisse échanger, pour que, on puisse, voilà, que vous sachiez ce qui se passe dans votre ville». Et ça, c'était aussi quelque chose que j'aurais bien aimé voir quand j'étais plus jeune, Mmh. étudiante, Ouais. de se dire: «Bah oui, dans ma ville, en fait, il y a des labos qui travaillent, Mmh. sur les singes, il y en a qui travaillent sur, la peau, il y en a» enfin voilà, c'est des choses que bah, surtout à l'époque, nous, enfin, internet, c'était quand même un peu moins développé qu'aujourd'hui. Donc, voilà, on va pas le dire, mais tu avais pas toute cette visibilité qui existe aujourd'hui et Ouais. donc, aussi ces trucs, ces démarches, d'aller, dans les lycées, présenter Ouais. ton métier, voilà. Mmh. Enfin, je trouve que c'est hyper enrichissant de le faire, de façon très égoïste et très personnelle, mais, c'est aussi en fait, je le fais parce que j'aurais aussi aimé Le faire avoir quand? cette Ouais. opportunité, Ouais. d'y assister quand j'étais plus Ouais. jeune et puis, pour la semaine du cerveau, bah, en fait, j'ai commencé à l'organiser à Rennes, en 2016, donc j'étais encore en thèse. Donc ça, c'était aussi pareil, hein, des fois tu te dis tu pars la fleur au fusil en disant: «Vas-y, on va faire des trucs» et en fait Ouais. Non, mais c'est comme Pierre dans l'épisode numéro 5 qui, 1 mois avant de soutenir, qui s'est lancé dans un blog, tu oui, vois? c'est ça, bah, voilà, c'est Pourquoi ce, pas? c'est un peu ce genre de démarche où tu te dis a posteriori: «Oui, c'était peut-être pas très C'était peut-être pertinent à ce plus moment-là». Bon, intelligent. Et la semaine après du c'est cerveau, juste pour faire un petit rappel, c'est, une semaine où, on parle du cerveau. Voilà. c'est Merci ça. Captain Obvious. Tous les mois de mars et c'est international comme événement, c'est Ouais, ça, hein? c'est Ouais. international, oui, oui, je crois que ça a été créé aux États-Unis à la base et La en Brain France. Awareness Week. C'est ça, c'est ça et ça, c'est génial aussi de se dire, bah, que dans le monde entier, la même semaine, Ouais. bah, il y a plein de chercheurs qui vont vers les gens pour partager, Eh, dis donc, voilà. ça ressemble un peu au Pint of Science tout ça. Exactement, exactement et ce qui est super chouette aussi, c'est que du coup, bah, ça permet aux chercheurs de savoir un peu ce qui se fait, en dehors de leur propre domaine Mmh. et ça, je trouve ça assez génial, de voir qu'il y a eu des collaborations aussi qui se sont mises en place suite à, voilà, à l'organisation de ces événements et puis voilà, de se dire: «Bah, finalement, ouais, on fait plein de trucs, quoi, dans notre domaine», il y a plein de façons d'approches différentes, en fait, de faire le même, finalement, la même étiquette globale de chercheur sur le Mmh cerveau mh. ou chercheur en neurosciences. Bah, tu peux être informaticien, tu peux, travailler sur, l'intelligence artificielle, tu peux Ouais. travailler chez la Blatt, tu peux Faire de la travailler, génétique, tu peux voilà et ça, faire ouais. c'est d'autant plus passionnant et ça montre à tout le monde que, ouais, en fait, faire, de la recherche sur le cerveau, bah, tu peux le faire de plein de façons différentes et Ouais. ça, c'est chouette. Il y a pas un seul, chemin pour faire les choses. Est-ce que toi, en tant que chercheur, ça t'apporte quelque chose de faire, de la vulgarisation ou c'est Ça carrière m clairement non? Carrière, pas vraiment, non, je peux pas trop dire Ça ça. va, très bien. Parce que là, ça fait quand même plusieurs années, là, c'est depuis 2016 donc Ouais, 5 ans. ouais et puis j'avais voulu le faire à Rennes parce que en fait, quand j'étais à Caen, j'avais vu que ça se faisait et puis Mmh. je me disais: «Bah, c'est un chouette événement quand même, ça serait cool qu'on puisse le faire». Mais ça m'apporte, bah, si quand même sur le plan relationnel, je trouve, Mmh. Un réseau parce que du peut-être? coup ouais et Ouais, puis, ça te force aussi à aller vers les autres ouais. pour, bah, dire est-ce que, bah, comme pour, Pint of Science, hein: «Est-ce que vous voulez intervenir? Est-ce que Mmh. ça vous dit?» Enfin voilà. Même si voilà, il y a quand même des aspects ingrats aussi dans l'organisation, hein, je t'apprends rien. C'est aussi, acquérir de nouvelles compétences, je pense, Ouais, un peu des compétences, on va dire, transversales. Donc ça, ouais. c'est pas forcément, une partie de plaisir, tous les jours, mais au final, tu Ça deviens fait plus efficace dans d'autres choses. ouais, Enfin, je vois par exemple, les réseaux sociaux, ouais. c'est des choses qui sont bah, qui te permettent aussi de faire connaître les recherches de ton labo, des autres, Mmh. à plus de personnes. Mmh. Là, tu vois, pour le recrutement, en fait, pour les études, Ouais.
Ah oui, sur, là que on tu as en posté sur a LinkedIn voilà, d'ailleurs. c'est ça. C'est, une thésarde de mon labo qui travaille, sur la créativité et du coup, on cherche des sujets, contrôle, enfin des Ouais, personnes, des voilà, gens des gens normaux, ouais, et du coup, bah, aussi disposer de cette vitrine et de ouais. cette, on va dire, bah, tous les personnes qui suivent, qui sont intéressées, c'est aussi une façon d'impliquer les gens dans la recherche et Mmh. ça, c'est plutôt chouette. Donc vraiment, ouais, sur le plan, acquisition de compétences, réseau, communication, ça te force aussi à adapter ton discours, hein, à la vulgarisation, ça, c'est Ouais, vraiment important et puis voilà, mettre les gens en relation, c'est super plaisant, je trouve ouais. et voir des projets qui émergent suite à ces événements, ça c'est enfin, il y a Ça, pas c'est génial, plus ça belle c'est récompense, ouais, quoi. Ouais. c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est vraiment un niveau top de se dire, les gens se sont rencontrés à mon événement et ils ont mis au point des projets ensemble. C'est Ouais, vraiment génial. ça c'est chouette. C'est vraiment chouette. Et du coup, donc tu fais de la vulgarisation, donc labo, recherche et cetera. Est-ce que tu fais d'autres choses à côté? Est-ce que tu as des hobbies? Qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps? Alors, bah, moi j'adore, me balader, hein, donc on a commencé à faire un petit peu des randos en montagne récemment et je crois que tu es une Ah! grande fan, Ouais, de ça. ouais. Bon après on n'est pas aussi, extrêmes que toi, mais mais ça c'est un truc qui est super, que j'aime beaucoup. On n'a pas l'opportunité de le faire, tous les 4 matins par contre, Ouais. en habitant en Bretagne, hein, il y a pas trop de montagnes par chez nous. Après, il y a des super balades en Bretagne. Il y a le Voilà, il y a les GR balades qui du fait GR, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ça, on a vraiment la chance. Donc ouais, se balader, le sport, je devrais en faire plus, hein, ça me ferait du bien. Mais bon, c'est toujours, l'autodiscipline, hein, qui peut manquer. J'adore lire, enfin, j'adorais lire, quand j'étais plus jeune, je dévorais, des bouquins, sur de tous les thèmes. Depuis que je suis en études supérieures, c'est vrai que j'ai beaucoup réduit et à mon Ah, parce grand qu'on regret. lit beaucoup pendant la journée, en fait. C'est Moi, j'ai ça. l'impression que je passe tellement mes journées à lire parfois que, en C'est fait, ça, quand tu lis des mmh, articles, tu mmh, rédiges et du coup, mmh, tu as moins, envie, bah, de prendre un bouquin le soir et ça, c'est mmh. dommage. Donc des fois, je me force vraiment à reprendre et à chaque fois, je me dis: «Ah ouais, en fait, c'est super cool» et puis bon, des fois, quand tu as un coup de bourre, du coup, tu abandonnes. Mais sinon, en activité, j'adore cuisiner, heu, Tu me parlais de brocante aussi à un moment, non? ouais, j'adore, chiner. Moi, ça, c'est, mon côté, old lady et puis, histoire, tu vois? À trouver, la vieille vaisselle, des vieux verres parce que j'aime bien, faire, des cocktails la Ah oui, mixologie en ouais, amateur. Du coup, trouver des beaux verres anciens, tu vois? ouais. Ça, c'est faire un joli cocktail à la fin, c'est super, plaisant, tu vois? C'est les petits plaisirs, du week-end, quand tu as un peu plus de temps et que voilà, toujours avec modération évidemment. C'est ouais, Heu toujours avec modération et avec modération, c'est lequel ton cocktail préféré? Heu, j'adore, les cocktails à base de gin et Ouais, les cocktails qui ont un peu un aspect un peu floral dedans et donc si je devais ouais, en choisir un, je te dirais le gin basil smash. C'est du gin, du basilic, du citron vert et du sirop de sucre et en ouais, fait, c'est vraiment, voilà, c'est très très estival, ouais. plein de saveurs et en fait, les cocktails, c'est assez chouette parce que avec tu vois, ton profil, pharmacien, mélanger des potions et tout, tu vois? C'est ça, en C'est fait. assez, ça me plaît beaucoup, expérimenter un petit peu, là-dedans. Donc Ouais, ça, c'est ça, en fait. c'est Je suis ouais, plus à l'officine, du coup, je me suis mis à la à la mixologie. c'est ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est un truc que j'ai découvert, un peu par hasard et puis parce qu'il y avait des cocktail class dans un bar à Rennes. Ouais, Donc j'avais assisté à un cours de cocktail, en fait et ça m'avait un petit peu débloqué parce que tu as un peu tendance à te dire: «Ouais, les cocktails, c'est compliqué et tout ça». ouais, Avec tu vois, la mousse de blanc d'œuf et tout, tu dis: «Oh jamais je pourrais faire ça à la maison». En fait, si, il suffit de s'y mettre, quoi. Donc ça j'aime bien et c'est un petit peu un hobby, mais vraiment, oui, avec modération quand même, hein. C'est pas On est quand même dans la santé, donc on est un peu au courant de ce qui peut se passer. Et puis, ouais, se balader, bouquiner, faire de la cuisine, faire des cocktails, aller en brocante. Donc là, je suis un petit peu en ah ouais. manque, hein, depuis depuis, 1 année. Mais ouais, ouais, j'adore chiner les vieux bouquins aussi. Ouais. En fait, bon, tu vois, ça se rejoint un petit peu De mes tout, passions, ouais, voilà, non, mais c'est bien, ça te fait un peu tout et vieux bouquins de neuro ou d'un peu tout? ouais, ouais, On va dire ouais, neuro? un peu tout, mais surtout neuro. Ouais, Enfin, je collectionne aussi, les flacons d'apomorphine, je les chasse sur eBay, tu vois? d'accord. Ça rejoint en fait mon sujet de recherche et puis, voilà, l'histoire, la Chine, enfin voilà, c'est vraiment un petit peu, tout un univers en fait qui me plaît bien. Puis j'aimais bien Ouais. voyager aussi, mais bon là, c'est un petit peu Ouais, compromis, je pense qu'on peut comme tout le voilà. monde quoi, Ouais, tout à fait. comme tout le monde. On va arriver à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé?
Ou que tu aimerais aborder, le mot de la fin? Bah, pas vraiment. C'est vrai qu'on a un peu parlé des contraintes, de la recherche, Mmh. mais enfin, il y a aussi enfin, je crois qu'on en a un petit peu parlé aussi, mais de tout l'aspect passionnant que ça peut Mmh. avoir et c'est vrai qu'à la fin, je trouve qu'au final, l'aventure intellectuelle et le fait d'être passionné par ce qu'on fait, ça compense quand même vachement les aspects, plus négatifs. La curiosité aussi, évidemment. Mmh. Et donc, je pense que c'est ça qui doit vraiment, mener une carrière ou en tout cas un début de carrière parce qu'on sait pas où on va terminer, hein, très clairement. Mais, c'est ça qui doit vraiment mener, s'orienter dans une thèse, je conseillerais, oui, si tu es passionné, mais pas juste faire une thèse pour faire une thèse parce que sinon c'est le ratio, on va dire, plaisir, bénéfice et risque et contrainte, sera pas trop en faveur, Ouais, de voilà, de donc faut donc être plutôt, passionné. voilà, Ouais, faut être passionné. Je pense faut que être ça c'est passionné, mais en ayant, comme tu disais tout à l'heure, mais en ayant quand même en tête que ce sera pas facile après. ouais, c'est ça et Mmh. vraiment, là, moi, j'ai une grande chance, c'est d'avoir ce double diplôme et Oui, j'ai aussi cette, bah, d c'est pas une sérénité, mais je sais que si jamais, ma carrière dans la recherche s'arrête tu et peux ben, je repartir j'ai en j'ai toujours mon métier, en fait ouais, et ça, je crois que c'est un gros avantage ouais. dans un parcours et je le conseillerais vraiment aussi, s à des plus jeunes, si vous pouvez avoir déjà, c'est une je pense que tu as une vision différente, de l'approche de la recherche parce que justement tu as cette ouverture et tu as Mmh cette mh. maturité que tu as pas forcément quand tu fais, vraiment, un cursus, on va dire, classique, Ouais. parce que du coup tu es plus vieux et enfin je pense que tu t'en es rendu compte, hein, on réfléchit pas trop pareil, même sur quand on relit nos articles un peu plus jeunes, tu dis: «Oh là là, j'aurais peut-être pas dû écrire ça comme ça» ou les hypothèses, tu les construis différemment et donc ça, c'est vraiment chouette, même si C'est ça demande beaucoup. ouais. Ça demande aussi, du coup de faire des sacrifices un petit peu, sur d'autres aspects, mais voilà, faut être passionné et si tu es passionné, que tu t'en donnes les moyens et que aussi, tu as quand même, un peu de chance Mmh. dans les gens que tu rencontres, dans les parcours et dans les Mmh. opportunités qui se présentent et que tu arrives à saisir, bah, c'est un parcours qui est super chouette, quoi. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. C'est passionnant la recherche. Mais en tout cas, merci beaucoup Manon. C'était vraiment génial que tu aies partagé, tout ça avec nous. Je te dis Merci à toi pour cette invitation. beh, de rien, je suis vraiment très contente, c'est ton premier podcast en plus. Ouais, c'est une nouvelle expérience du coup. Bah, génial, bah, merci à toi et puis, je vais mettre les liens en description pour pouvoir te suivre, sur Twitter et cetera pour, si les gens ont envie de venir, dire bonjour ou te contacter, Avec ils grand pourront. plaisir. Top, bah, écoute merci et à bientôt. Merci Elodie, à bientôt. Salut. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse et sinon à très bientôt pour un prochain épisode.